OK, donc écoutez, peut-être que Valérie a des problèmes techniques. Mon nom est Réginald Auger, donc je vais animer les sessions tout au long de ce séminaire. Je suis très heureux de travailler avec Anne-Françoise Garçon et merci également à Jean Desbiens pour s'occuper de l'aspect technique de ce séminaire. Donc, bienvenue à tous. Et sans plus tarder, donc, on va écouter, entendre Anne-Françoise Garçon. Donc, Anne-Françoise, à toi la parole. Voilà. Merci beaucoup, Réginald. Alors, effectivement, je tenais à faire le point sur les concepts sur lesquels on travaille depuis une dizaine d'années maintenant dans notre séminaire, les uns et les autres, et sur lesquels certains ont terminé leur thèse en travaillant dessus et d'autres sont en train de le terminer. C'est donc pratique, technique, technologie. Il se trouve en effet que j'ai moi-même beaucoup travaillé sur le versant en technologie, en particulier ces dernières années là, et ce qui m'a fait avancer un peu dans la compréhension et par rapport à toutes les questions que vous avez posées, ça m'a beaucoup aidé et donc je pense que j'arrive moi, disons, à un résultat à peu près satisfaisant pour ce qui concerne cette conceptualisation et c'est ça, je voulais vous en faire part et livrer ça bien sûr à votre sagacité, comme disait Denis Voronov. Donc, pratique, technique, technologie pour une histoire de la technicité humaine. Et vous voyez qu'il y a déjà un changement puisque j'ai inclus les régimes de la pensée opératoire dans le cadre de la technicité humaine. C'est Cyril qui en a eu la primeur l'année dernière. Alors, je voulais commencer par dire ça parce que pourquoi cette grille de lecture en avant-propos très rapide parce que ça va être très théorique ce qui va être dit là. Or, le point de départ n'est pas du tout théorique. C'est vraiment le point de départ, c'est ma pratique d'historienne des techniques qui a beaucoup travaillé aussi en tant qu'archéologue, même si je ne suis pas archéologue de métier, j'ai quand même participé, disons, au moment important de la paléométallurgie en France dans les années 80-90. Et moi, c'était à propos des non ferreux, en particulier le plomb argentifère. J'ai à l'époque participé, visité des fouilles dans les mines et lancé, initié moi-même des fouilles archéologiques sur des sites paléométallurgiques du fer, des ferreux dans la région Bretagne. Et j'ai été très, on va dire, très interrogée par la manière. Nous n'avions aucun référent à l'époque. Et notre seul référent possible pour essayer d'avoir des repérages sur les sites que nous fouillions, c'était la littérature, en particulier le De Re Metallica. Et j'ai été interrogée par disons, la différence, parce que moi, à l'époque, je travaillais aussi les textes De Re Metallica en latin, la différence qu'il y avait entre, disons, les textes et la pratique de terrain, une différence qu'a bien travaillé il y a peu de temps Cyril Lachaise dans un ouvrage qui maintenant va paraître au Classique Garnier. Et en fait, c'est mon but en mettant au point cette grille de lecture, c'est d'essayer à l'intention des archéologues, des historiens, voire des anthropologues si ça les intéresse et s'ils daignent lire ça, c'est d'essayer de débroussailler ce qu'on appelle technique et que trop rapidement on pense tout dire en disant que ça se réfère à Technay. Et j'ai compris progressivement que ce n'était pas le cas. Et voilà donc, c'est la raison de ces grilles de lecture. C'est pour vraiment que chacun puisse savoir là où il est, dans quelle partie, on va dire, de l'appropriation par les sociétés humaines de la technique il se trouve, en fait. De façon à cesser de prendre parfois des vessies pour des lanternes. C'est en particulier le cas souvent lorsqu'on utilise les livres pour comprendre la technique telle qu'on la trouve dans les chantiers de fouilles. Alors, voilà le cheminement que je vais adopter.
d'abord poser une question, c'est qu'est-ce que la technicité? Je ne vais pas y répondre totalement, hein, bien sûr. Là, ça va aller très, très vite vous aurez assez peu de références parce que ça serait trop long. Ensuite, à partir de là, comment caractériser la technicité humaine? Et puis, poser les trois notions, je vais insister sur ce fait, pratique, technique, technologie. Ensuite, comment on passe de ces notions, hein, au régime? Voilà, parce qu'il y a une tendance à confondre les 2 en fait, hein, parce que ça a le même nom nécessairement. Et ensuite, rappeler ce que sont les 3 grands régimes de technicité. Il n'y aura pas beaucoup de nouveaux pour ceux qui connaissent, pour ce qui est du domaine de la pratique, du régime de la pratique et le régime de la technique. Par contre, effectivement, vous verrez que je fais maintenant une distinction assez nette entre la notion technologie et le régime de la technologie. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que la technicité? Alors, j'utilise ce terme, hein, pour définir la capacité technique. Et cette capacité technique, je la définis comme une capacité à agir sur le monde dans l'intention de le modifier, de l'adapter à ses besoins de manière reproductible. Je crois qu'ici, tous les mots comptent, hein, c'est-à-dire capacité à agir sur l'environnement, si on veut. Il y a une intentionnalité, hein, qui est généralement de faire son trou dans le monde et de le mettre, faire qu'on puisse y vivre, tout simplement, et faire qu'on puisse reproduire cette action qu'on a eue intentionnellement sur le monde pour pouvoir y faire son trou. Alors, cette capacité s'appuie sur d'autres capacités qui sont complémentaires ou antérieures, si vous voulez, à savoir l'aptitude à mémoriser, l'aptitude, je n'ai pas mis à penser bien sûr, hein, ça va de soi, mais aussi l'aptitude à reproduire et à transmettre les actions concernées. C'est donc très complexe d'emblée, hein, d'emblée. Et donc, tout être vivant, ou non d'ailleurs maintenant, hein, possédant à la fois l'aptitude à mémoriser, à transmettre et à reproduire une action intentionnelle, dispose d'une technicité et donc on peut dire qu'il est un être technique. Alors j'insiste sur ça, la technicité n'est pas le propre des humains, on le sait maintenant bien sûr, hein. On peut considérer que les plantes ont une technicité, même si elle n'est bien sûr pas consciente. Les animaux disposent de technicité, c'est très clair, et maintenant, les robots disposent de technicité. Certes, les robots, leur technicité, elle est conférée par des humains, mais la différence qu'il y a entre une machine industrielle qui va tisser, etc., qui est donc programmée pour le faire, et un robot, c'est que le robot s'autonomise et va s'autonomiser de plus en plus, c'est-à-dire qu'il va être doté d'une capacité à apprendre et à reproduire de façon autonome ses comportements. Il l'est déjà d'ailleurs, même si c'est encore assez maladroit. Donc voilà, hein, la technicité n'est pas le propre de l'homme. Donc les animaux possèdent des capacités techniques parfois très sophistiquées. Tout le monde connaît la manière dont Saussure parle des abeilles, par exemple, et du langage des abeilles. Bon, et les humains savent désormais on connaît aussi les dauphins, si vous voulez aller par là, on peut parler des grands singes, bien évidemment. On peut parler aussi des oiseaux, du langage des oiseaux. On sait par exemple, à contrario, qu'en Australie, à l'heure actuelle, une sorte d'oiseau qui est en voie de disparition est en train de perdre son langage parce qu'ils ne peuvent plus parler entre eux. Et ces oiseaux-là sont en train d'apprendre le langage d'autres sortes d'oiseaux pour pouvoir continuer à avoir un dialogue. Et les humains, comme je disais, savent désormais donner aux machines des grandes capacités techniques. Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe que je ne vais pas corriger. Donc la technicité, ça c'est un point important aussi, n'est pas le propre des technologies sophistiquées ou considérées comme complexes, hein. On dit souvent, on assimile la technicité à des produits de haute technicité. Je m'inscris en faux contre cette approche. En fait, tout agir opératoire est par essence sophistiqué. Et je défie
qui que ce soit dans cette assistance qui n'a pas été formé à ça, d'être capable disons, donner forme à un silex de façon à ce qu'il puisse être utilisable comme un couteau, par exemple, hein, ou d'utiliser, disons, un métier à tisser andin qui semble tout à fait rudimentaire, mais qui est extrêmement sophistiqué. Et d'ailleurs, c'est une assise dans l'histoire des lignées techniques, je précise bien de lignées techniques, hein, le progrès, eh bien, ce n'est pas du simple au compliqué, mais c'est toujours du compliqué vers le simple. Quand une technique apparaît, elle est toujours beaucoup plus complexe que quand elle devient mature, où généralement elle a été affinée et elle est de plus en plus routinisée, certes, mais de plus en plus simple aussi. D'ailleurs, vous connaissez tout ça. Quand vous débutez une recette de cuisine, vous faites ça de façon très compliquée. Et lorsque la recette de cuisine vous plaît et que vous la pratiquez, vous réussissez généralement à simplifier à tous les gestes et à aller beaucoup plus vite d'ailleurs. Donc voilà, alors toute technicité suppose une intentionnalité, ce qui ne veut pas dire que cette intentionnalité, elle est forcément objectivée, hein. Toute technicité implique le déploiement d'un mode de pensée approprié, précisément ce que je qualifiais et que je continue de qualifier la pensée opératoire, et donc repose sur des modalités cognitives spécifiques. Toute technicité se traduit par une action spécifique, hein, qui est le résultat de l'intention et la mise en œuvre, disons, des gestes et du mode de pensée qui va avec, débouche sur un résultat qui peut être matériel ou immatériel. Un algorithme, c'est une technicité, mais c'est totalement immatériel. Et ça, c'est au terme d'un processus reproductible et transmissible. Je parle de l'algorithme, j'aurais pu parler on verra plus tard, mais disons, qu'est-ce que je peux imaginer d'immatériel, un compte, on verra, qui peut être aussi un objet technique, etc. Vous voyez, toute chose de ce genre. La technique ne peut pas se limiter, ma foi, tout simplement, ce qui est parfaitement immatériel, c'est les systèmes d'organisation des équipes de foot, 4-3-3, vous voyez, tout ça, hein. Voilà. Alors maintenant, à partir de cette définition générale de la technicité et en ayant bien posé que la technicité n'est pas la caractéristique de l'humain, mais c'est plus généralement, on pourrait dire, la caractéristique du vivant, mais aussi désormais des objets techniques artificiels, comment caractériser la technicité humaine? Je repars de ça, de cette phrase que vous avez eue tout à l'heure. Tout être vivant ou non, possédant à la fois l'aptitude à mémoriser, à transmettre et à reproduire une action intentionnelle, dispose d'une technicité. Cette phrase n'est de personne, elle est de moi, tout simplement, hein, il n'y a pas de référence à donner. Mais à partir de là, eh bien, la question, ça amène obligatoirement à la question de la forme. Quelles sont les formes prises par ces aptitudes? Quelle forme? Aptitude à mémoriser, à transmettre, à reproduire une action intentionnelle. C'est la question centrale, elle est là, et c'est à partir de cette question centrale qu'on peut déterminer la technicité de l'être humain en tant que tel et la technicité des sociétés humaines, c'est-à-dire ces formes que les sociétés humaines, à des moments donnés, vont privilégier. Alors, j'y vais. Donc, forcément, il y a une pensée opératoire. Je n'insiste pas sur le thème pensée opératoire par rapport à pensée technique. On pourra en discuter plus tard, mais la plupart d'entre vous, on a largement travaillé la différence il y a assez longtemps. Disons que le terme opératoire est générique, hein, et permet précisément de placer d'autres modalités d'approche de la relation à l'environnement que ce qu'on appelle la technique. Alors, cette pensée opératoire se double d'une capacité à objectiver cette pensée opératoire. Ça, je pense que les animaux dits supérieurs ont cette capacité à objectiver en moins en partie cette pensée opératoire, hein, c'est-à-dire à en faire un objet technique, hein, c'est ce que vous voulez, c'est ça, hein, parce que je reste toujours dans le cadre.
Et donc, à élargir, à partir de cette objectivation, il est possible d'élargir l'aptitude à mémoriser, à transmettre et à reproduire. Reproduire le geste, bien sûr, le processus ou l'objet. Et du coup, à partir de cet élargissement, eh bien, l'homme transforme sa capacité, sa technicité, élargit sa technicité jusqu'à la transformer en capacité à inventer, à innover et même à concevoir l'inconnu. Ça, je pense que c'est le propre de l'humain, disons, d'être capable consciemment d'élargir son aptitude à mémoriser, à transmettre, à reproduire, et d'être capable de faire de ces aptitudes à mémoriser, à transmettre et à reproduire les processus, les objets, des objets techniques, on va le voir, à partir de quoi, eh bien, il atteint une couche supplémentaire de technicité qui lui est propre aussi en tant qu'être humain, et donc qui est l'invention, l'innovation et la conception de l'inconnu. Alors, on peut, à mon sens, comment on va dire, caractériser 3 grandes formes de technicité qui, comment dire aussi, vont rassembler d'une manière différente à chaque fois ces aptitudes, ces capacités à objectiver et ces aptitudes à mémoriser, transmettre et reproduire les gestes, les processus, etc. Et donc, c'est connu, vous avez pratique, technique et technologie. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais alors, attention, j'insiste sur ce fait essentiel que je ne parle pas ici de régime de technicité. On viendra dans un troisième temps sur cette notion de régime, mais ici, il est bien question des notions, c'est-à-dire qu'est-ce que la pratique, qu'est-ce que la technique, qu'est-ce que la technologie. C'est de ça dont il est question, et non pas, c'est ce à quoi je vais répondre là. Qu'est-ce que la pratique, qu'est-ce que la technique, qu'est-ce que la technologie? Ce à quoi je ne vais pas répondre pour l'instant, c'est qu'est-ce qui s'organise autour de la pratique, qu'est-ce qui s'organise autour de la technique et qu'est-ce qui s'organise autour de la technologie. Ce sont 2 questions totalement différentes. Et donc, ces 3 notions, pratique, technique, technologie, définissent 3 modalités différentes de la technicité humaine. Alors, allons-y. Définition de la pratique. Qu'est-ce que la pratique? Toute action opératoire, je ne fais que lire ce que j'ai écrit, dans laquelle l'opérateur agit directement sur l'objet de l'opération. Donc, on a un artefact matériel. Ça n'empêche pas la pensée, mais le résultat et les outils utilisés sont matériels, qu'il s'agisse d'outils du corps ou de ce qui est fait, in fine, au bout du processus, là, l'artefact est matériel. L'opérateur agit directement, l'action n'est pas médiée. J'inclus bien sûr dans l'opération, dans l'action opératoire, l'usage des outils, ça va de soi. C'est le terme du processus. Les outils, tout ça, font partie du processus. Et donc, on a un lien direct pensée-matière. La seule médiation qui se fait par le langage, bien sûr, puisque le langage est une médiation, elle est symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un usage socio-anthropologique, à mon avis, depuis que l'homme est homme, du pouvoir cognitif des mots. Donc la pratique, c'est un agir rationalisé, reproductible et transmissible. Passons à la technique maintenant. Si ça va trop vite, si je vais trop vite, signalez-moi par je ne sais pas si on peut lever la main ou dire, voyez, dites-moi, parce que si je ne vois rien venir, je continue sur mon rythme. Technique. Alors, technique, toute action opératoire ayant pour objet la médiation intellectuelle de la pratique.
On est donc dans un autre domaine, on va dire une couche supplémentaire de technicité. On est dans l'élargissement disons, de ce qui se fait dans la pratique par cette technicité supplémentaire. Alors, si je fais ça, ça va aller. Donc, on a la mise en place d'un artefact intermédiaire. Et généralement, cet artefact est un artefact graphique. Ça peut être un dessin, ça peut être un écrit. On pourrait dire aussi, ça peut être une maquette d'ailleurs. Mais généralement, il s'agit d'un artefact graphique. Donc, on a une action qui est médiée intellectuellement. On a mise en place dans la technique d'un média intellectuel. Le but, c'est d'élargir le domaine de la pratique au niveau de la transmission ou du transfert, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Transmettre et transférer ne sont pas tout à fait la même chose, et ou au niveau de la compréhension de la manière dont se déroule la pratique. Ça, c'est donc pour la technique. Alors, la technique est donc un logos sur la pratique. J'emploie volontairement le terme logos, bien sûr, qui est un terme grec. Qu'est-ce que le logos en grec? Il ne désigne pas toutes sortes de paroles. En grec, les Grecs distinguaient vraiment les manières de parler. Par exemple, ils distinguaient le dikein du logos. Le dikein, c'est « je dis avec obligation pour toi de faire », tandis que le logos, c'est « je dis en expliquant ». Le logos, c'est une pensée raisonnée. Ce n'est pas la pensée de tous les jours, le logos. Donc, la technique est un logos sur la pratique. Ce n'est pas un dikein, c'est-à-dire que ça n'oblige pas à la pratique. La technologie maintenant, eh bien, la technologie, c'est toute action opératoire ayant, et ça c'est là où j'ai avancé, disons, c'était des choses que je ne pouvais pas vous dire il y a 5 ans et même il y a 2 ans. J'ai beaucoup travaillé sur cette question. C'est toute action opératoire ayant pour objet la médiation cognitive de la pratique et ou de la technique. Donc on passe, on va dire, de ce que on passe, vous voyez, de l'agir qui est la pratique à la description de l'agir qui va être la technologie, ou l'usage d'outils qui permettent de calculer la pratique, si vous voulez. Et là, on passe bien, à une couche supplémentaire de technicité qui va être d'objectiver les outils de connaissance nécessaires, les moyens de connaissance nécessaires pour l'agir. Voilà, c'est ça. Et donc, on a là mise en place d'un artefact cognitif qui peut être à la fois matériel et intellectuel de ce point de vue, mais vous verrez que ce n'est pas le seul. L'ordinateur et ce avec quoi nous travaillons, là tous, et ce sont des artefacts cognitifs, c'est-à-dire que ce sont des mixtes qui nous aident à développer, ce sont des outils qui nous aident à développer nos capacités de connaissance et ils sont à la fois matériels et intellectuels. Un artefact cognitif, et là je reprends, on va dire, je paraphrase en la modifiant la définition qui a été donnée de l'artefact cognitif par Donald Norman en 1989. On verra après. Un artefact cognitif est un outil artificiel, là c'est Norman qui parle, conçu pour conserver, exposer ou traiter l'ensemble, ça c'est toujours Norman qui parle, et là c'est moi qui modifie la phrase, parce que lui dit l'ensemble de l'information dans un but représentationnel. Et moi je dis traiter l'ensemble des connaissances acquises dans et par l'action technique, dans le but de les mémoriser et les transmettre. L'important ici, c'est conserver, exposer, traiter l'ensemble des connaissances acquises dans et par l'action technique. Les buts sont toujours les mêmes, mémoriser, transmettre, élargir en quelque sorte. Donc voilà ce que c'est que l'artefact cognitif. Attendez, je passe là et je vais là. Donc on a dans le cas de la technologie une médiation cognitive, c'est-à-dire qu'on a une objectivation des outils qui permettent d'agir techniquement dans le cadre de la pratique et ou dans le cadre de la technique. Le but, c'est de faciliter le processus d'acquisition et de transmission du domaine de connaissance, il manque un S à connaissance, que vous trouvez dans le nécessaire à l'action. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est là que se fait la différence avec, on va dire, la technique, en quelque sorte, ou plus exactement,
C'est là qu'on comprend concrètement la différence qu'il y a entre technique et technologie. Donc la technologie est bien évidemment aussi un logos, mais ce n'est pas un logos direct sur l'action comme l'est la technique, c'est un logos sur la pensée de l'action, ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Donc c'est une couche supplémentaire de technicité. Alors voilà, résumé, j'aurais pu ajouter les buts, ça aurait été plus malin de ma part, je le ferai dans un troisième temps, mais si vous voulez, pour que soient bien marquées les différences, vous les avez résumées ici, vous voyez, pratique, on agit directement sur l'objet de l'opération, on a un artefact matériel. Technique, on va médiatiser intellectuellement la pratique par des moyens divers qui sont généralement des artefacts graphiques. Et la technologie, eh bien, on va opérer une médiation, un supplément de médiation qui sera cognitif sur la pratique et la technique. Et donc là, on a un artefact cognitif. Des mises en garde, elles sont toutes importantes. Il ne s'agit pas d'une grille de lecture diachronique. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas passée de la pratique à la technique, à la technologie. Ça serait la façon la plus fausse d'envisager la chose. Il s'agit bien d'aptitudes socio-anthropologiques. Je dis socio-anthropologiques et pas seulement anthropologiques, parce que si la pratique est anthropologique, il me semble qu'on ne peut pas déployer de la technique et de la technologie sans ajouter du social, c'est-à-dire des structurations sociétales qui se font autour de ces technicités. Donc, en d'autres termes, toute société humaine est capable de développer ces trois formes de technicité, pratique, technique, technologie. Toute société humaine. C'est ça que j'ai fini par comprendre, et c'est là où Bernard m'accrochait et où il avait raison. Pas que Bernard, vous m'avez tous accroché, hein, Anne-Sophie, je parle d'Anso, Rite, Bernard, Laure m'avait accroché aussi, tous m'avaient accroché sous ces questions-là. Eh bien, vous aviez raison, hein, vous aviez raison. La technologie n'est pas le propre de notre période contemporaine. Ce qui est le propre de notre période contemporaine, c'est le régime de la technologie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Est-ce que je pourrais intervenir? Oui, je t'en prie. On vient de passer une étape importante. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires directement sur cette partie de la présentation d'Anne-Françoise ou questions de clarification? Donc, s'il n'y a pas de clarification, on va enchaîner, mais avant d'enchaîner, moi, j'aimerais aussi ajouter une chose. Où est maintenant la place de la fameuse intelligence artificielle dont on a maintenant, c'est le mot populaire, mais puis tu as mentionné notamment la robotisation des choses et des robots qui s'en viennent de plus en plus interactifs entre eux autres. Et donc, est-ce que ces robots qui viennent de plus en plus interactifs entre eux autres, moi, ce qui m'intéresse beaucoup à ce moment-là, en archéologie notamment, on est en train de développer notamment un archéologue de notre équipe de recherche avec un physicien et un nombre de doctorants en physique sont en train de développer un programme d'intelligence artificielle on est en train d'entraîner ce programme à reconnaître certaines caractéristiques sur les outils, notamment, eux autres s'intéressent beaucoup à la tracéologie, c'est-à-dire l'usure, les marques d'usure sur les objets afin de déterminer la fonction d'un objet. Un couteau qui est utilisé pour couper du bois ou de la viande n'aura pas les mêmes marques d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on appelle, en tout cas en archéologie, un aspect de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu pourrais, Anne-Françoise, parce que j'ai vu que tu as évité le mot complètement, et est-ce que c'est possible de faire un lien entre je ne sais plus si l'intelligence artificielle, c'est une technique ou c'est une technologie? Alors, l'intelligence artificielle est évidemment une technologie, parce que c'est un artefact, c'est justement un artefact cognitif. Mm-hmm. Ce n'est pas une technique, l'intelligence artificielle. Hein. Elle n'est pas là pour décrire ce qui se passe. Elle est là c'est un artefact cognitif
qui nous aident, si tu veux, qui nous permettent d'accroître nos aptitudes à la connaissance et qui ne se contentent pas de décrire la pratique. Cette aptitude à la connaissance consiste en l'occurrence à décrire la pratique des anciens, si tu veux, au travers de leurs outils. Mais si tu veux, c'est un outil scientifique en quelque sorte. Et donc, on travaille bien, c'est un artefact cognitif, exactement, l'intelligence artificielle. Mais je crois que je vais y venir. Hein. OK. Je crois que je vais y venir. Mais il n'y a pas de doute là-dessus, si tu veux, tu vois. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. J'ai aussi une question. Ce que je ne comprends pas, c'est les lignées techniques qui vont du compliqué au simple. Bah, écoute, on ne va pas en discuter maintenant, si tu veux bien, parce que c'est peut-être une assise, et si on fait ça, moi, ça me fait sauter mon exposé. C'est un autre sujet. Donc, j'ai eu tort de faire cette assise, mais si, ça, je peux te garantir qu'en histoire des techniques, les techniques, quand elles sont mises au point, sont toujours beaucoup plus compliquées que lorsqu'elles arrivent à maturité. Et c'est le cas d'ailleurs de l'intelligence artificielle, au passage, toute technologie qu'elle soit. C'est aussi, voilà. Hein. Mais on va pas, je veux bien qu'on en discute, qu'on mette ça dans un coin de notre tête et qu'on fasse quelque chose sur les lignées techniques à un moment, hein. Mais pas maintenant, Bernard, d'accord? D'ailleurs, c'est le cas moi-même par rapport à ça. Hein. Donc, je reviens, hein, j'insiste sur ce fait, hein, parce que ça change beaucoup de choses en perspective, vous allez voir. Hein. Alors, donc, chacune des notions est susceptible, donc pratique, technique, technologie, est susceptible d'adopter des contours, formes différents selon, on va dire, l'organisation ou le développement c'est mal écrit là, de la triple hélice structurelle d'une société. Triple hélice, j'ai repris ça parce que c'était un jury de thèse qui m'a un peu convaincu sur l'usage de cette notion que je n'utilisais pas jusque-là parce que je la trouvais un peu absconse, mais en fait, elle est assez efficace, c'est-à-dire en fonction de l'organisation socio-économique, socio-technique ou socio-culturelle des sociétés, ils vont donner à la pratique, à la technique ou à la technologie des contours différents, auxquels d'ailleurs les historiens, les archéologues, les anthropologues se heurtent et qu'ils ont parfois du mal à décrypter, surtout quand ils ne font pas la différence entre ces différentes approches hein, de la technicité, ces différentes formes prises par la technicité. Alors ça, c'est aussi une chose sur laquelle j'insiste. Je pense que ça c'est une chose bizarrement avec laquelle les historiens continuent à avoir du mal. L'histoire du mot n'est pas l'histoire de la chose. Je rappelle que le mot technique, par exemple, dans le monde francophone, apparaît en tant que substantif très tardivement, puisqu'il apparaît au début du 19e siècle, et qu'avant on parle d'art, et que la technologie apparaît beaucoup plus tôt en fait. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne faisait pas de technique, mais ça veut dire qu'on ne l'exprimait pas de cette manière. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas à un moment le mot technologie qu'on n'a pas de technologie. Ça aussi, j'ai mis du temps moi-même à le comprendre. Mais en fait, en particulier, c'est très bizarre, avec ce terme technologie, on a une tendance, et ça c'est dans toute l'historiographie francophone et particulièrement française, à considérer que le mot signifie toujours la même chose, depuis Aristote jusqu'à nos jours, ce qui est absolument impossible. Et on a tendance à considérer qu'il y a la technologie que quand il y a le mot, ce qui n'est pas possible non plus. Voilà. Donc, j'alerte vraiment sur cette question. Alors, je voudrais justement éclairer par deux exemples complètement, on va dire, complètement, je ne dirais pas dire contradictoires, mais a priori étrangers l'un à l'autre. Bon, un qui est bien connu de ceux qui ont travaillé dans le séminaire, enfin, qui ont travaillé avec moi dans le cadre de leur doctorat ou dans le cadre de leur master, bien sûr, c'est l'Europe occidentale. Alors, c'est un fait hein, qui est évident. Dans le long terme, l'objectivation, hein, c'est-à-dire on extériorise le terme, on extériorise donc la chose, on lui donne un nom et on travaille ce qu'est cette chose à partir de ce nom. Eh bien, on a objectivé technologia avant d'objectiver technique, qui est
Pour nous, en fait, technique, au XVIe siècle, c'est la réduction en art. C'est-à-dire que technologia, on le trouve dans Ramus, qui l'avait emprunté à Platon, qui l'avait emprunté à Aristote. Certes, ça ne veut pas dire la même chose, mais le terme est là. Le terme est là et il est travaillé. C'est Bacon au XVIe, Alsted et les théologiens protestants en Allemagne au XVIIe, Christian Wolff au XVIIIe. Eux, ils distinguent parfaitement entre réduction en art, c'est-à-dire nous ce qu'on appelle technique, et technologie. Eux, ils font parfaitement la différence. Bacon, Alsted, Christian Wolff, ça, vous retrouvez ça dans un article dont j'ai donné la référence dans le Google Group. Pour ce qui est des théologiens protestants, je remercie Hélène Vérin de m'avoir indiqué ça dans une discussion qu'on a eue à propos de ce PowerPoint, on l'a eu hier ou avant-hier. C'est elle qui m'a rappelé ça, qui m'a remis ça en mémoire et qui m'a remis ça d'ailleurs à ma connaissance tout court. Bernard le connaît parce que Hélène Vérin l'explique dans le compte-rendu qu'elle a fait de l'ouvrage de Beckmann, de la traduction de l'ouvrage de Beckmann par l'équipe de Liane Pérez. Et donc, ce qui veut dire qu'à partir du XVIe siècle, en Europe, les trois formes de technicité sont individualisées et travaillées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont identiques à ce qu'elles sont maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur ce qu'est réduire en art et même sur ce qu'est technologie, mais ça veut dire qu'ils ont individualisé la différence et qu'ils cherchent à comprendre en quoi elle consiste. Et c'est intéressant de savoir que c'est là depuis le XVIe siècle, effectivement. Et le premier, c'est Christian Wolff, le premier qui va élargir le domaine de la technologie des arts libéraux aux arts manuels. Bon, ça, je l'écris dans un article, vous vous en rappelez. Il va concrètement poser la question de la détermination des artefacts cognitifs spécifiques aux arts manuels. C'est-à-dire quels sont les outils de connaissance qui sont déployés spécifiquement dans le cadre des arts manuels. Et cette question va être reprise par Diderot dans l'article Art, qui dit cette chose extraordinaire et très peu soulignée: tout art, c'est-à-dire tout savoir-faire, si vous voulez, possède sa théorie et sa pratique. Alors voilà, donc ça c'est pour l'Europe occidentale. Et donc, le second exemple, c'est celui qui va vous faire hurler, j'imagine, enfin j'espère pas trop, mais j'espère que ça va être un élément de discussion. Je le prends en Polynésie. J'aurais pu prendre d'autres exemples, illustrations. J'ai pris la Polynésie parce que je le sors d'un documentaire que j'ai regardé. Je ne sais plus si c'est un documentaire ou si c'est tout simplement une discussion à laquelle j'ai participé dans le cadre d'un jury de thèse d'ailleurs, ou d'un échange par visioconférence. En tout cas, c'est sur la Polynésie. Et voilà donc de quoi il s'agit. Alors voilà, et ça va interroger le mythe. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite récemment. Il y a longtemps que je travaille sur cette question sans le dire. Et il y a longtemps que j'essaye de comprendre, il y a longtemps que j'ai compris que le mythe était un outil de technicité, mais je ne comprenais pas comment ni pourquoi. Voilà, pour les Polynésiens, aller d'une île à l'autre, c'est changer de ciel. Et donc, chaque île possède son ciel. Et au passage, pour eux, la pirogue, elle ne navigue pas, elle vole. Alors ça, pour ceux qui ont navigué, ça a du sens, parce qu'en fait, toute personne qui navigue et qui arrive sur une île et a l'habitude d'aborder sur une île, sait qu'effectivement, toute île possède son microclimat. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils définissent, si vous voulez, par ce mythe, on change de ciel, vous voyez, ils définissent, comment dire, les conditions de compréhension et il fixe les conditions de compréhension des connaissances nécessaires pour naviguer d'une île à l'autre et pour changer le type de navigation quand on arrive dans une nouvelle île. Ils se mettent dans cette
dans une configuration mentale, hein, on va dire, qui leur permet de faire de faire ce passage et finalement de naviguer sans boussole, sans carte, sans rien au passage. Hein. Certainement, tous les navigateurs, avant l'invention de la boussole, etc., procédaient ainsi. Hein. En usant, alors le ciel, c'est bien sûr les nuages qui donnent les vents. On a, disons, la luminosité qui va indiquer beaucoup de choses également. Ce sont les oiseaux, la manière dont les oiseaux volent, par où ils volent. Ce sont les odeurs, évidemment, et c'est aussi la nuit, les étoiles. Voilà. Et donc, on est dans un environnement ici qui est mythique. Alors, nous autres Européens, on y voit des choses poétiques, on dit ce sont les mythes des origines, etc. Mais non, un mythe, c'est aussi un artefact cognitif. Donc, c'est une technologie. Bien sûr, ce n'est pas une technologie objectivée. C'est-à-dire, ils ne vont pas se dire, on va faire un artefact cognitif comme nous, on fait un robot qui est aussi un artefact cognitif. Mais c'est un artefact, disons, qui permet, qui aide à déployer une connaissance nécessaire pour accomplir un processus technique, pour accomplir la pratique de naviguer. Et donc, on a un agencement du pouvoir cognitif du langage pour organiser et transmettre les connaissances nécessaires pour naviguer d'une île à l'autre. Ça, c'est essentiel. Hein. Je le pointe, hein, c'est essentiel. L'agencement du pouvoir cognitif du langage pour organiser et transmettre les connaissances nécessaires pour naviguer d'une île à l'autre en Polynésie. Le mythe devient alors un artefact cognitif et nous, bien sûr, pas eux, nous pouvons dire c'est une forme de technologie. Et ça se retrouve pas seulement, disons, chez les Polynésiens, ça se retrouve dans les sociétés aborigènes avec les songlines, ça se retrouve en Amérique latine. J'avais à une époque discuté d'un mythe que j'avais trouvé qui introduit le hors-bord et qui explique la différence dans le mythe entre la navigation avec hors-bord et la navigation sans hors-bord, avec tout simplement la pagaie, parce que c'est pas du tout la même chose dans la direction de la pirogue. Et certainement, dans toutes les sociétés qui ont toutes connu des stades d'oralité avancés, eh bien, on va trouver cet agencement du pouvoir cognitif du langage pour organiser et transmettre les connaissances. Et donc là, on a une technologie, si vous voulez. C'est-à-dire, ce n'est plus de la technique et ce n'est plus de la pratique. C'est autre chose. Mais voilà, mais ça ne signifie pas qu'il existait un régime de la technologie dans l'Europe moderne ou en Polynésie. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a le mot technologie qui se discute, sur lequel ils s'engueulent entre 16e et 18e et auquel ils vont construire quelque chose à l'époque moderne, qu'on a un régime de la technologie. Ça, c'est une erreur. Et de même, il n'y a évidemment pas de régime de la technologie en Polynésie, ni d'ailleurs, pas plus qu'il y en a dans les sociétés orales bretonnes, si vous voulez, qui ont largement certainement utilisé de ça, ou d'Amérique indienne, d'Amérique, etc. Non, la technologie, ce pouvoir cognitif du mythe ne régit pas techniquement la société. C'est ça qui est important. Alors, je suis obligée ici de faire un détour pour mettre les choses au point parce que j'ai compris. Alors, vous allez me pardonner, disons, l'image complètement idiote que j'ai prise, mais c'est la seule que j'ai trouvée qui était efficace pour moi pour l'expliquer. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, régime. Voilà, l'image idiote, elle est là, mais je n'ai rien trouvé d'autre que ça. Ça, c'est un régime de bananes, et ça, ce sont des bananes. Et ça, ça ne raconte pas la même histoire. Là, un régime de bananes, eh ben, on est dans un contexte, vous voyez, qui est un contexte de culture de la banane avec des bananiers. Et nous, en Europe, on ne connaît pas ça, sauf si on va dans les pays où la banane pousse. Mais nous ne connaissons pas ça. Par contre, nous connaissons ça. Des bananes côte à côte qu'on trouve. Et là, c'est toute autre histoire parce qu'on est dans un autre système technique. Ça veut dire qu'on a séparé les bananes,
on n'est pas capable de dire il y a des bananes, mais elles ne font pas régime. Et ce qui fait régime, eh bien, c'est la manière dont elles sont abouties dans notre supermarché. C'est-à-dire, c'est tout l'ensemble du complexe, voire du système technique, qui les amène dans notre supermarché avec les différentes sortes de bananes, etc. Vous voyez, j'aimerais, voilà, si vous voulez, là, ce sont les notions, les bananes toutes seules, pratique, technique, technologie, et ça, c'est l'agencement en régime. C'est-à-dire que là, eh bien, ça vous conduit à ce que signifie le terme. Le régime, c'est quelque chose qui gouverne, qui dirige, qui gère, qui administre, qui commande, qui règle, qui détermine un mouvement et une action. Mais de façon globale, si vous voulez. Là, vous voyez, eh bien, le bananier, ben, il régit son régime. Là, qu'est-ce qui régit là? Eh bien, c'est le système techno-économique. C'est totalement différent. Et c'est ça la différence qu'il faut bien comprendre entre les notions et ce qu'elles sont, et si elles sont ou non capables de régir. Si vous voulez, l'algorithme, qui est une technologie, qui n'est pas une technique, hein, c'est un artefact cognitif. C'est-à-dire, et ça, tous le font la différence. Hein. Ce n'est pas moi qui fais la différence là. Hein. Ce sont des épistémologues spécialisés dans ces questions, comme Bruno Bachimon, par exemple, hein, qui distingue bien entre raison, lui, raison graphique et raison numérique. Un algorithme, et c'est Simon qui le dit aussi, un algorithme, c'est une concrétion, on va dire, de connaissances et d'une machine, donc de matériaux, hein, qui vont faire bouger cette connaissance. Et alors, ça me renvoie à 3 questions distinctes. Hein. Quels sont les types de... Et donc, si je reviens sur mon algorithme, l'algorithme, ben, vous avez remarqué qu'il régit tout. C'est-à-dire que là, il va vous aider sur le plan des fouilles, et ça c'est bienvenu, je trouve, c'est vraiment une bonne idée, un bon usage du machine learning, hein. Mais en fait, toute notre vie est régie de plus en plus par des algorithmes et de plus en plus d'ailleurs par le machine learning, le deep learning. Donc il y a 3 questions distinctes, si vous voulez. La question 1, c'est quels sont les types de technicité présents dans la société que j'étudie? Ça ne veut pas dire est-ce qu'ils les ont toutes objectivées? Ça veut dire est-ce qu'elles sont là? Quelle forme prennent ces types de technicité? Et parmi ces types de technicité, ben, laquelle régit les autres, voire hein, devient un brin de l'hélice sociaux, ceci et cela, constitutif de l'ADN de ces sociétés. Alors, ça nous amène aux 3 grands régimes de technicité, pratique, technique et technologie. Alors, bon, là, c'est bien connu, enfin, disons, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus pour ceux qui sont depuis longtemps au séminaire, mais je trouvais important de le rappeler, ne serait-ce que pour établir la comparaison. Donc, le régime de la pratique, son support, c'est l'oralité. Je rappelle, hein, je disais ça au colloque Oser la technique qu'avait organisé Anne-Sophie Roset. Il y a eu 12 000 générations de Néandertaliens, 12 000 générations de Néandertaliens qui ont développé leur technicité exclusivement dans le cadre de l'oralité. Et après, bien sûr, évidemment, la raison est une raison symbolique, c'est-à-dire qu'on va utiliser de façon raisonnée le pouvoir cognitif des mots. L'apprentissage se fait par imprégnation, elle se fait dans le cadre de l'atelier et on a une absence de médiation entre le praticien et ses artefacts, qu'ils soient matériels, intellectuels ou cognitifs. En fait, eh bien, c'est comme ça qu'on a un capital technique qui est géré par le secret au sein d'un groupe dédié, famille, clan, groupe professionnel. Toute personne qui travaille sur la paléométallurgie connaît, disons, en Afrique en particulièrement, c'est très connu tout ça, c'est exactement ça, mais on peut parler aussi, bien sûr, de la paléométallurgie européenne et qui va jusqu'au Moyen-Âge et au-delà. Tout à fait. Tout à fait. Moi, disons, métallurgistes non ferreux du début du 19e, ils en sont encore dans le cadre du régime de la pratique. Tout à fait.
Le régime de la, enfin, disons, ils en sont encore, pardon, je fais une erreur, ils en sont encore à la pratique, on va dire. Mais ce n'est plus un régime, justement. Pourquoi? Eh bien, parce que les élèves ingénieurs sont là et que les élèves ingénieurs, eux, ils sont en train de faire ça. Donc, régime de la technique, on a nécessairement un support matériel qui vient se rajouter, en quelque sorte, à l'artefact proprement dit. C'est une raison généralement graphique. Ça, c'est Jagoudy. Bon, bah, c'est un texte, c'est un dessin, c'est un calcul. En quoi d'ailleurs, précisément, ça distingue un manuel et un algorithme? On sent bien que ce sont… elle est vraiment intéressante ta question, hein, Réginald, et je te remercie de me l'avoir posée. Hein. Un manuel et un algorithme sont de types d'artefacts totalement différents. Le manuel contient de l'intellectuel, on va dire, et il décrit. L'algorithme contient de l'intellectuel. Pour être mis en œuvre, il lui faut du matériel et il va être doté d'une capacité d'apprentissage et d'action autonome. Donc, c'est pour ça, c'est en ça que c'est un artefact qui n'est plus dans le cadre de la raison graphique, on va voir après. Ça suppose l'individuation d'une classe spécifique d'interprètes de la pratique, c'est-à-dire des scribes, des prêtres, des ingénieurs, des savants, ça dépend des sociétés, qui traduisent cette pratique en font une description raisonnée, en mots, en chiffres, en calculs. Leur objectif, c'est quoi? Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est la gestion de la pratique ou des artefacts produits. Ça peut être une gestion métrologique, gestion des stocks, des flux. Ça peut être une gestion commerciale, la valeur. Ça peut être une gestion ingéniérale, c'est-à-dire l'organisation des chantiers, etc., ou architecturale, ou ça peut être les trois, tout ça en même temps. La formation nécessite un passage en école, avec ou non un complément en atelier, et la transmission se fait au moyen de la raison graphique, dessin ou texte. Le régime de la technologie, eh bien là, on a un support qui est à la fois matériel, oral, intellectuel, et la raison est une raison cognitive et qu'on tend aujourd'hui à assimiler avec une raison numérique. Alors, je suis d'accord avec Bernard qu'on ne peut pas l'assimiler totalement, ça serait une erreur. Ça suppose l'individuation d'une classe de concepteurs qui opèrent dans un registre différent de celui de la raison graphique, ce que j'appelle moi aujourd'hui les scripts technologiques dans le régime de la technologie. Et on a donc toute une catégorie de scripts technologiques qui sont généralement parfaitement ignorés des scripts graphiques, mais ça ne va pas durer longtemps. Ces scripts technologiques, ce sont les cogniticiens, les informaticiens, les ingénieurs concepteurs, les sémanticiens, les roboticiens. C'est tout un continent nouveau qui s'est ouvert dans les 20 dernières années, les 20-30 dernières années, on peut dire les 50 si vous voulez. L'objectif, eh bien, c'est la gestion et l'élargissement artificiel des domaines de connaissances. L'artefact cognitif tend à réduire la place de l'artefact intellectuel, c'est-à-dire la place du script graphique, et celle du praticien, à tel point que ça aboutit sur une société, dit Bruno Bachimon, de l'artefacture. La formation se fait à deux niveaux. On forme les hommes en école et par la pratique communautaire, et ces hommes apprennent aux algorithmes à agir de manière autonome. C'est le machine learning. Quant à la transmission, elle se fait par le numérique, codage, bibliothèque d'algorithmes, mots sémantique, etc. Ça, c'est au-delà de la capacité des sociétés à faire de la technologie, c'est ce que ça donne quand la technologie devient un régime. Et pour que la technologie devienne un régime, eh bien, il a fallu ce développement qui s'est fait à partir des années 1940-50 avec ces supercalculateurs qui sont devenus ensuite des computers, des ordinateurs, c'est-à-dire la machine de Turing et au-delà, quoi. Voilà. Alors, pour conclure, toute société dispose de pratiques. Toutes les sociétés sont susceptibles d'élaborer des techniques et des technologies, mais les formes diffèrent. C'est-à-dire qu'on aura une relative homogénéité. Bien sûr, les formes immédiates ne seront pas les mêmes, mais le fondement sera le même. Technique et technologie, technique c'est pareil, il y en a une relative homogénéité ici, technologie, ça peut prendre des contours sans doute un peu différents. Là, j'avoue que ça reste à décider. Donc, il est important de repérer ces formes en histoire, en archéologie, anthropologie, socioanthropologie et technique pour savoir exactement où on est.
Par exemple, il ne faut jamais négliger le rôle de médiateur cognitif que peut jouer un mythe, hein, qui constitue de ce fait une technologie. Ne pas oublier qu'un dessin, un gabarit, une maquette, c'est un médiateur technique, mais ne pas oublier qu'un livre ne dit pas un savoir-faire. Par définition, il l'interprète en fonction d'une intention, celle de l'interprète, qui cherche à le décrire d'une manière ou d'une autre pour une raison précise. Bon. Alors, s'il fallait dégager des grandes tendances, on dirait que le régime de la pratique est prépondérant dans les sociétés orales, que l'émergence d'un régime de la technique intervient lorsqu'à un moment de leur développement, les sociétés connaissent un supplément de complexité et qu'elles doivent s'adapter. Et ça, ce n'est pas propre à l'Europe, hein. Ça s'est fait il y a très longtemps dans la Mésopotamie du 3e millénaire, des 4e et 3e millénaires, au moment où il a fallu commercer, même avant, hein, où ils ont élargi le commerce à tout l'espace qui va de la Mésopotamie jusqu'à l'Inde. Et c'est là, à partir de là, qu'ils ont inventé l'écriture. C'est la raison pour laquelle ils ont inventé l'écriture, et donc mis en place un premier régime de la technique autour de la gestion des stocks, des flux, etc. Ensuite, ça s'est fait dans le monde romain, mais certainement, il y a d'autres choses. On pourrait aussi parler… la complexité peut être la complexité du pouvoir politique. C'est le cas en Égypte pharaonique, ça a été le cas en Chine ancienne. On a très précocement la mise en place aussi d'un régime de la technique, et c'est le cas aussi, ça a été le cas dans le monde maya, en Amérique centrale. Mais ça peut être aussi une complexification socio-économique et socio-technique, et ça, on est dans l'Europe de l'époque moderne. Mais par contre, la question qui se pose, c'est celle de réversibilité ou non. Disons qu'il peut s'agir d'un moment, hein, qui peut durer 1 à plusieurs siècles, et puis ça peut disparaître si jamais on a une rupture pour une raison X ou Y, le changement climatique, ça c'est chez le monde maya, hein, on sait maintenant le rôle qu'a joué le changement climatique dans l'effondrement des empires mayas, mais ça peut être aussi l'irruption, on va dire, d'un étranger hostile qui peut ça c'est le cas du monde romain par exemple, hein, etc., etc. Alors, disons, on va dire le Black Swan, hein, la chose qui est une exception et qui n'est pas la règle, c'est ce qui s'est passé en Europe et dans l'ensemble du monde occidental progressivement, c'est-à-dire un développement sans précédent du régime de la technique qui a permis l'industrialisation, profondément modifié l'environnement socio-technique et qui a jusqu'à rendre impossible un retour de la pratique en tant que régime de technicité dominant. Et ça s'est passé dans le courant des 19e, 20e siècle, plutôt au 19e, 20e siècle. C'est-à-dire que le régime de la technique s'est institué en Europe et dans le monde occidental de façon durable et suffisante pour empêcher un retour, non pas pour empêcher la pratique, bien sûr, hein, qui existe toujours, mais pour empêcher le possible retour au moins en grand, on va dire, d'un régime de la pratique. Alors, quant à la technologie occidentale, donc, elle s'est lentement développée entre le XVIIe et XXe siècle jusqu'à structurer un nouveau régime de technicité, et qui est le régime dans lequel nous vivons, le régime de la technologie, qui ordonne toutes nos formes de pensée et d'action désormais dans la plus grande partie des sociétés humaines, c'est-à-dire au-delà, bien sûr, largement du monde occidental. Tout ce qui touche à la pratique actuellement tend à s'affaisser, et ça, j'ai bien compris au regard de ce que disaient nos étudiants, disons, du reste du monde, des mondes non occidentaux, que ça pouvait même aller très, très vite. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre la même histoire qu'avec le régime de la technique vis-à-vis du régime de la pratique. Hein, il faut rajouter ça. Mais à une différence près, hein, c'est qu'avec la technologie, on a un colosse au pied d'argile. Parce que le régime de la pratique et de la technique repose exclusivement sur la capacité intellectuelle et disons, socio-intellectuelle des humains. Tandis que le régime de la technologie, pardon, il y a une erreur là, j'ai tapé trop vite, repose sur la puissance de calcul des machines. Sans puissance de calcul des machines, il n'y a pas de régime de la technologie. Et cette puissance de calcul, elle tient à ses composants.
Et donc, plus de composantes, plus de puissance de calcul, plus de régime de la technologie. Donc là, il y a un effondrement qui est possible. Hein. Mais à ceci près, c'est que si cet effondrement intervient, possiblement, que va-t-il se passer puisque, disons, on est sur, on va dire, une acculturation, si ce n'est vis-à-vis de la technique, au moins vis-à-vis de la pratique. Donc ça, c'est une véritable question qui est une question, on va dire, d'ordre sociétal, général, qui est, à mon avis, aussi importante que la question environnementale, hein, mais qui n'est jamais posée. Ça, c'est clair. Parce que on a trop tendance à encore penser que le progrès, c'est la continuelle amélioration, ce en quoi on a tort. La question centrale, à mon avis, c'est où placer dans cette histoire le curseur de l'irréversibilité et surtout comment le placer. C'est-à-dire à partir de quel moment, si vous voulez, dans la fait, on avance et on détruit, vous voyez, de régime en régime, si le régime de la technique a détruit le régime de la pratique, mais il n'a pas détruit la pratique. Ce qui fait que lorsqu'il a été balayé pour des raisons, c'est-à-dire que la complexité qui l'avait engendré a disparu, la pratique a réémergé, s'est réorganisée en régime. Mais actuellement, on est face à un régime de technicité qui tend réellement à détruire ce qui est quand même le cœur de la technicité humaine, qui est la pratique. Ce n'est pas la technicité